Nous allons évoquer la quatrième raison. La quatrième raison, c'est l'inhibition. Le président inhibe tout son camp. L'inhibition des collaborateurs en qui il est censé avoir fait confiance, en qui il a eu confiance. Et le comportement des flagorneurs, de ceux qui appellent à candidature, doit normalement préoccuper le monde intellectuel camerounais. Je crois d'ailleurs que les Africains qui nous regardent sont fortement surpris de cet état d'esprit. Comment le président de la République, le président Paul Biya, a-t-il fait pour gouverner pendant 40 ans sans faire confiance à personne? Comment c'est humainement possible? J'aimerais qu'on m'explique comment vous faites pour travailler, pour soi-disant développer le pays, émanciper les esprits, formater les consciences, cultiver les gens, éduquer les gens pendant 40 ans sans faire confiance à personne. Comment c'est humainement faisable? Soit le président n'est pas un homme, soit le président est un homme dangereux, particulièrement préoccupant, qui peut vivre avec autant de collaborateurs sans jamais faire confiance en personne. Certains voudront voir là-dedans un comportement énigmatique, une forme de mystique. Peut-être ils auront raison. Moi, l'étonnement qui m'habite me donne le sentiment qu'il s'agit d'une forme de méchanceté. Parce que le président n'a eu confiance en personne. Tout le monde dans son camp est bloqué. C'est ce que j'appelle l'inhibition. Inhiber. C'est-à-dire faire en sorte que vous ne puissiez pas œuvrer, que vous ne puissiez pas agir. Mais l'inhibition ici va plus loin. Parce que elle correspond à un blocage des consciences. C'est extraordinaire.
Ça va au plus profond de l'homme, de l'individu. Nous avons dit, lorsque nous avons parlé de la troisième raison, l'échec, nous avons parlé de ce qu'il n'y a pas transmission de savoir, puisque les gens eux-mêmes estiment qu'ils ne peuvent pas remplacer le président. Ok. Il n'y a donc pas de transmission de savoir. Mais ici, nous sommes dans une situation qui va plus loin et qui renvoie maintenant à la personnalité non plus du président, mais de ses collaborateurs. En ceci que ses collaborateurs acceptent eux-mêmes d'être dans cet état d'inhibition. Personne dans le régime du président ne se sent capable de dire, Monsieur le Président, reposez-vous, je peux vous aider. Je peux m'occuper de vos derniers jours. Je peux m'occuper de votre sécurité. Je peux m'occuper de votre santé. Au point où les appels à candidature traduisent quelque chose d'exceptionnel, qui est que le président, il n'y a que lui pour s'occuper de lui-même. Il n'y a que le président pour s'assurer et s'occuper de sa sécurité. On peut comprendre l'état d'esprit du président d'une certaine manière. Le président Biya ne s'est pas occupé de la sécurité au sens le plus intellectuel, le plus noble du mot, de son prédécesseur. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que, sous le prétexte d'un malentendu politique, que son prédécesseur meure, disparaisse. Pas physiquement seulement, mais aussi dans les consciences. C'est-à-dire une manœuvre d'effacement de la conscience collective camerounaise. On a commencé, je me souviens à l'époque, à débaptiser le stade Amadou Ahidjo, qui ne devait plus s'appeler stade Amadou Ahidjo. Tout ça, ce sont les œuvres des flagonneurs. Ceux-là même qui appellent à candidature aujourd'hui. C'est le même état d'esprit à l'époque. Quand, pour donner l'impression qu'on est entièrement au service du prince, il fallait effacer l'histoire. Le président Ahidjo est donc mort dans une insécurité totale. Il ne pouvait pas revenir au Cameroun comme son homologue, le président Senghor. Même les présidents comme Laurent Gbagbo ont gardé le privilège de pouvoir revenir vivre en Côte d'Ivoire. Le président Ahidjo a été mis de façon systématique, permanente et définitive dans le rang des parias. Et nous avons vu le président Biya qui n'a voulu rien faire jusqu'à aujourd'hui pour corriger cet état de choses. Mais il n'y a pas que ça. Dans l'effort d'effacement d'Ahidjo et son histoire,
dans les consciences, dans la conscience collective. On a trouvé bon de laisser que même son épouse qui est restée veillée sur sa dépouille, espérant jusqu'au dernier moment que l'intelligence et la sagesse gagneront les esprits. On a laissé qu'elle décède aussi à côté de son époux. Mais ce qui se passe donc maintenant nous donne le sentiment que, habité par cette persécution sans fin qu'on a infligée au premier couple présidentiel, le président n'a confiance en personne. Tout se passe comme si le président est convaincu que s'il donnait à quelqu'un d'autre la responsabilité, à quelqu'un d'autre de son camp, moi je ne dis pas qu'il donne à ceux de mon camp. Mon camp, nous on veut le raverser. On ne veut pas qu'il nous donne. On veut le raverser démocratiquement. Et j'en parlerai dans les prochaines vidéos, notamment sur la stratégie qu'il nous faut mettre en œuvre. Mais je parle de ce qui se passe dans le camp de ceux qui nous gouvernent. Et parce qu'ils nous gouvernent, nous avons le droit de regarder ce qu'ils font dans leur camp. Dans ce camp-là, personne n'est capable d'assurer la tranquillité d'esprit du président. À 92 ans, il n'y a que lui-même pour être sûr qu'il ne va pas être persécuté. C'est pour cela que le président est dans une situation où, dans son camp, tout le monde est inhibé. Chacun sait que je ne peux pas assurer la sécurité du président. Je ne peux pas assurer sa protection. Personne. Il faut que le président lui-même soit là pour être sûr qu'il peut dormir tranquillement, soit à Etoudi, soit à Mvomeka. Si ce n'est pas l'échec de la société camerounaise, c'est quoi? Toutes les autres sociétés. Le Ghana vient d'élire un nouveau président qui avait déjà été président 2 mandats durant, qui revient. Quand il a été battu démocratiquement, qui a assuré sa sécurité, sa tranquillité matérielle, psychologique, etc. Comment ça s'est passé là-bas? Le président Jerry Rawlings qui a mis en place toute la mécanique démocratique, qui a permis qu'après lui, il y ait maintenant 3 présidents qui ont succédé au président Jerry Rawlings. Je n'ose pas parler de la Tanzanie, où 5 présidents ont succédé déjà au président Julius Nyerere. Et parmi les 5 présidents, le président actuel, qui est une femme. Comment ça se passe en Namibie avec le président Sam Nujoma, qui est arrivé au pouvoir quand le président Biya était déjà au pouvoir, et qui est parti et qui a laissé le président Biya au pouvoir, qui assure la sécurité de Sam Nujoma en Namibie, pour que l'histoire puisse se poursuivre, suivre son cours dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la cohésion sociale. Au Cameroun, personne ne peut assurer la sécurité du président Biya s'il n'est pas au pouvoir.
C'est formidable. Voilà donc l'état d'inhibition de tout le camp présidentiel. Tout le monde est enfant dans le camp présidentiel. Personne n'a grandi, personne ne peut faire ce que le président a fait. Non, je pense que c'est l'inverse. Le président a peur qu'on fasse ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a persécuté son prédécesseur. Et il craint que même si il avait fait confiance, même s'il advenait qu'il fasse confiance à un des siens, qu'il soit persécuté. Probablement que cela habite le président. Au point où il croit que c'est toute la société camerounaise qui est acquise à l'idée de le persécuter. Je voudrais donc rassurer le pays que la culture qui règne au sein de l'opposition camerounaise n'est pas celle de la continuation de ce que le président Biya, de l'atmosphère, de l'ambiance qu'il a créée. Il a créé une ambiance de peur de fin de règne. Et aujourd'hui, il est victime lui-même de sa propre ambiance qu'il a créée. Il a mis dans la Constitution des dispositions spéciales qui assurent son immunité par rapport à toutes les responsabilités qu'il peut avoir dans la conduite des affaires publiques. Mais de quoi a-t-il encore peur? Nous n'avons pas envie que la scène, le drame, ce qui est arrivé au président Ahidjo, se reproduise avec le président Biya. Nous sommes donc prêts à défendre la tranquillité, la sécurité, la sérénité de la fin de parcours du président Biya. Il n'a pas besoin de le faire lui-même. C'est au pays de faire cela pour lui. C'est comme cela que ça se passe dans tous les autres pays. Le Cameroun n'a aucune raison d'être une exception. Et même si on essaye de créer une exception de fait, tout le monde est unanime, vous le savez du fond de vos cœurs, que si le président Biya advenait à ne plus être là, il faudra bien qu'on entre dans une ère où on sécurise la vie des anciens présidents de la République. Qu'ils soient là avec nous, que tout le monde les voit, que tout le monde puisse leur rendre visite, etc., etc. Et que l'ancien président de la République ne soit pas un homme qui est condamné à vivre à l'étranger, hors de la terre de ses ancêtres. Donc le président Biya n'a confiance en personne et il inhibe tout son camp. Sauf que si le président Biya advenait à disparaître, vous verrez comment il y aura une forme de libération dans son camp. Je ne parle pas du pays tout entier, je parle de son camp. Si vous lisez l'ouvrage de Jean Fauchivet, de Frédéric Fancam, qui écrit sur Jean Fauchivet, les révélations de Jean Fauchivet. Jean Fauchivet, qui était un fidèle compagnon d'Ahidjo et qui a d'ailleurs été un grand serviteur du président Biya, dit que la liesse populaire qu'il y a eu en 82, lorsque le président Biya est entré en fonction, n'était pas liée au président, qui dit d'ailleurs dans cet ouvrage-là que personne ne le connaissait. Je crois qu'il était un peu excessif. On savait que le président avait été Premier ministre. Moi, j'étais en classe de première quand le président est venu inaugurer le marché central de Douala. On savait qu'il était Premier ministre. Mais Fauchivet dit dans son ouvrage que personne ne le connaissait. Et que la liesse populaire était liée au fait qu'on était fatigué du président Ahidjo. Monsieur le Président, cher Président, papa,
Paul Biya, s'il arrive que vous disparaissiez, ce qui s'est passé sous le président Ahidjo risque de se reproduire. L'alliance populaire ne sera pas parce qu'un nouveau est arrivé. Elle sera parce que vous êtes enfin parti. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Et c'est à vous de créer les conditions pour que les gens gardent de vous le souvenir indispensable dans la marche de tous les pays du monde. Que vous partiez comme le président Abdou Diouf fait partie et dont le Sénégal se souviendra jamais. Comme le président Alpha Oumar Konaré et bien d'autres. C'est ça que, monsieur le président, vous devez avoir comme exemple. Vous ne devez pas avoir l'exemple de Kadhafi ou de Hosni Moubarak. Ce ne sont pas ces exemples qui sont des drames dont l'Afrique est victime et pleure encore. Ce n'est pas ça qui doit vous habiter l'esprit. Et vous avez encore la possibilité d'agir. D'agir pour que votre fin de règne reste un fait d'histoire qui est couronné d'une satisfaction. Dites à vos flagonneurs que vous leur donnez la responsabilité de se prendre en charge. Vous verrez, ils seront nombreux à vouloir vous remplacer. Ceux-là même qui ne peuvent rien dire maintenant, si vous dites demain que vous n'êtes pas candidat, vous verrez comment vous les avez libérés de cette inhibition dont je parle. Vous verrez des gens qui vont les gens sortiront pour nous démontrer à ce moment qu'ils ont été vos collaborateurs, qu'ils ont appris de vous, qu'ils sont capables de continuer votre œuvre. C'est pour cela que leurs agissements d'aujourd'hui sont des paradoxes. Et comme le dit les Saintes Écritures, Paul parlant à Tite, il dit, il y a beaucoup d'indisciplinés dans vos rangs. Mais il y en a aussi beaucoup dans nos rangs, dont je parlerai à partir de la 6e vidéo. Paul dit, il y a beaucoup d'indisciplinés, des vains discoureurs, qui abusent l'intelligence, c'est-à-dire qui trompent les esprits. Et il dit à Tite, il faut leur fermer la bouche. Oui, nous devons faire tout ce qui est possible, démocratiquement, par le débat d'idées. Nous devons fermer la bouche à vos hypocrites flagonneurs, aux flatteurs. Parce que comme dit Paul à Tite, ces gens continuent d'enseigner des choses qu'il ne faut pas enseigner. Ils enseignent qu'à 92 ans, vous ne devez pas vous reposer. Ils enseignent qu'à 92 ans, vous n'avez formé personne. Ils enseignent qu'à 92 ans, vous n'avez transmis aucun savoir à personne. Ils sont en train d'enseigner par la flagornerie les appels à candidature que vous êtes un échec. Nous allons parler des indisciplinés de notre propre camp, celui de l'opposition, et de ce qu'il nous appartient de faire. Pendant que le camp du président est dans la dérive la plus totale, ce que nous devons faire pour susciter la confiance de notre peuple et mettre tout le monde sur le pied
de l'avènement d'un nouvel ordre politique dont le pays en a besoin. Bonsoir.